Question pays, au plus près du référendum. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Question Pays spécial référendum. Durant 1 heure, nous allons avec nos invités revenir sur la première consultation référendaire qui s'est tenue le dimanche 4 novembre 2018. Quels sont les enseignements de ce scrutin, l'analyse des partisans du oui et ceux du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, complétée par les commentaires d'un spécialiste. Nous allons aussi évoquer les sondages qui ont été réalisés. En seconde partie d'émission, comment les politiques ont mis à profit l'entre-deux au référendum et comment se dessine le deuxième référendum. Pour en débattre, sur ce plateau, les représentants des indépendantistes et des non-indépendantistes. On commence par Michael Forest. Bonjour. Vous êtes l'un des directeurs de campagne du FLNKS. Nicolas Metzdorf, bonjour. Vous êtes membre de l'Union des loyalistes qui regroupe 6 formations politiques. Calédonie Ensemble, je précise, ne figure pas dans cette union. Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, nous penserons un peu plus loin l'analyse des résultats du premier référendum. Et Stéphane Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et gérant de l'Institut d'études de marché et de conseil marketing Quid Novi. Alors, vous nous expliquerez pourquoi les diverses enquêtes d'opinion réalisées en 2018 indiquaient que le non à l'indépendance devrait l'emporter dans une fourchette de 60 à 75%. En tout cas, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation et je signale que nous avions convié l'État et le comité des sages qui ont décliné notre invitation. Les résultats du premier référendum qui s'est tenu le 4 novembre 2018 fait la surprise de ce scrutin. Cédric Wakauniem nous les détaille. Référendum 2020. 56,7% des suffrages pour le non et 43,3% pour le oui. C'est le résultat du référendum du 4 novembre 2018. Une participation historique qui a permis de mobiliser 80,63% des Calédoniens. Une victoire en demi-teinte pour les partisans du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Chez les indépendantistes, ce résultat est le fruit d'une campagne dense menée sur le terrain et quasiment inexistante chez les loyalistes. Les loyalistes surpris par ce résultat car les sondages réalisés indiquaient que le non devait l'emporter dans une fourchette de 63 à 75%. Si la participation des Calédoniens a été forte, elle reste faible dans certaines zones, à l'image de la province des îles. Plus de 9000 Iliens n'ont pas pris part au vote, soit 58,89%. Ces résultats ont montré notamment une grande disparité avec des scores de petites villes qui affichent les 97% à l'exemple de Poya. Globalement, le scrutin de 2018 s'est déroulé dans de bonnes conditions, salué par le président de la République Emmanuel Macron. Quelques incidents ont été signalés malgré tout dans la soirée, plusieurs voitures brûlées et des caillassages dans le Grand Nouméa en marge du dépouillement. Le 4 octobre prochain, ils seront près de 175 000 électeurs appelés aux urnes pour cette deuxième consultation. Référendum 2020. Alors dans cette première partie d'émission, comment avez-vous analysé ces résultats ? On commence avec vous, Michael Forest. C'est le tirage au sort qui l'a décidé. Ce fut une surprise pour les indépendantistes ? Pourquoi ? Vous aviez tablé sur une réponse au oui de moins de 40%? C'est une surprise, mais c'est surtout le résultat de notre travail qui a été, notamment avec le congrès de Nembaye le 5 mars 2017. Nous avons validé le projet, confirmé le 4 février 2018 à Poum, à Rama, avec un ensemble qui rentrait dans le cadre de la stratégie pour la campagne, avec bien sûr plusieurs niveaux de dialogue, de consultation avec la population qui a permis justement d'avoir un score honorable, qu'on avait qualifié le 9 novembre 2018 que c'était une victoire du oui, parce que nous avait bien enterré, mais on avait aussi oublié que dans le Pacifique, les hommes et puis la terre ne forment qu'un seul élément. C'est une chose, mais aussi saluer la forte mobilisation de notre jeunesse, mais aussi de plusieurs acteurs de la société civile, comme les femmes, comme les églises, avec aussi plusieurs points qu'on avait déjà pointés le 9 novembre 2018, comme les procurations, comme le délai pour les BVD. Donc, c'est des éléments qui reviennent encore cette année. Avec, pour finir, et surtout le projet du FLNKS qui a été aussi salué par la population et c'est un élément important qu'on va prendre en compte pour la prochaine. Alors, je répète ma question. C'était une surprise agréable, c'est ce que je retiens. Mais pourquoi vous tabliez sur moins de 40%? C'est ma question. Pas du tout. On avait plusieurs projections, notamment par le collègue qui sont autour de la table. Mais effectivement, nous,
on fait le travail pour avoir le meilleur résultat possible. Et effectivement, 43,3%, c'était un score qui était important pour nous. La même question à Nicolas Metzdorf de l'Union des loyalistes. Le résultat du référendum ? Une surprise désagréable une Non, surprise mais on tout de va même. dire qu'il y a une réaction à deux temps. Il y a une réaction à chaud et il y a une réaction avec du recul. C'est vrai que la réaction à chaud, ça a été une déception parce que les sondages et même les partis politiques à l'époque non indépendantistes étaient plutôt confiants pour les partisans du non. On était sur du 65-35, voire du 70-30 dans les plus belles envolées lyriques lors des meetings. Donc, on était suffisamment confiants. On se disait qu'avec 30 ans d'accord de Matignon et de Nouméa, de rééquilibrage, etc., les gens finalement auraient compris qu'on aurait pu faire les choses sans aller jusqu'à l'indépendance, etc. Et ça n'a pas été le cas, puisque, comme l'a rappelé mon ami Michael Forest, on a fait un 56-44. Hein. Mais avec le recul, on se dit que c'est quand même une belle victoire compte tenu on va dire, du contexte calédonien. Il ne faut pas oublier qu'il y a 18 000 voix d'écart et que le gel du corps électoral pénalise énormément. 40 000 personnes à peu près qui sont exclues du vote. Il y a 40 000 personnes en Nouvelle-Calédonie qui vivent en Nouvelle-Calédonie, qui investissent en Nouvelle-Calédonie, qui ont des familles en Nouvelle-Calédonie, qui ne participent pas à ce vote-là et qui sont majoritairement des non-indépendantistes. On aurait pu avoir un corps électoral glissant, on aurait certainement eu un meilleur score que cela. Donc le corps électoral gelé est une vraie contrainte pour nous, les non-indépendantistes. Et puis, c'est vrai qu'avec les clés de répartition qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie, où on donne plus d'argent public au Nord et aux îles, et avec une surreprésentation des élus du Nord et des îles au Congrès, on a aussi peut-être donné la possibilité de démontrer que les gestions des collectivités indépendantistes par les indépendantistes étaient finalement des bonnes gestions, où ce n'était pas si terrible que ça. On a juste oublié de dire qu'il y avait un petit bonus fiscal et économique à ces collectivités indépendantistes. Et donc, on a laissé peut-être germer dans la tête des Calédoniens que les indépendantistes savaient peut-être gérer et qu'on n'avait pas besoin de l'État. Or, on se rend compte que, vous savez, moi je suis devenu maire de la commune de La Foix, c'est 40% des recettes. L'État, c'est les trottoirs, c'est l'électricité, c'est l'eau. Et puis les provinces Nord et Île, si elles avaient la même clé de répartition que la province Sud, elles seraient amputées aujourd'hui d'une grande partie de leur budget. Et certainement que les politiques publiques qui sont mises en œuvre dans ces provinces-là seraient encore plus détériorées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc voilà, finalement, avec le recul, on se dit que malgré tous les handicaps que les loyalistes ont pu avoir suite aux accords de Matignon et de Nouméa, on se dit qu'on s'en est pas trop mal sorti quand même. Mais cela dit, il faut encore qu'on s'améliore et on a tiré quelques leçons du premier référendum qu'on a mis à exécution au deuxième. Je vais rester avec vous, messieurs Forest et Metzdorf. Qu'est-ce que vous vous êtes dit le soir du 4 novembre 2018 lorsque se dessinait ce résultat du premier référendum ? Michael Forest ? Oui, merci. Donc, de notre côté, ça nous a engagés dans la démarche qui consistait à s'inscrire pleinement dans le cadre de l'accord de Nouméa, donc pouvoir s'inscrire dans les provinciales qui arrivaient, les différentes échéances, notamment les municipales, en vue de pouvoir se servir de ces différentes étapes comme tremplin pour le second référendum. Mais aussi, peut-être rappeler, Mme Tchopit, vous ne l'avez pas tellement dit en introduction, mais nous sommes quand même en situation coloniale. Et c'est important que vous avez aussi invité l'État français qui n'est pas autour de la table ce midi, parce qu'on avait aussi pointé plusieurs dysfonctionnements dans le premier référendum, notamment la place de la presse et aussi l'inéquité financière avec plusieurs membres du 440 qui participent aussi pleinement à la campagne du non, et nous on fait avec nos moyens, avec les différents acteurs du oui. Nicolas Metzdorf, le soir du 4 novembre 2018. Je me suis dit, première pensée que vous avez eue, qu'est-ce que vous êtes dit ? On n'est pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est vrai que c'est finalement un peu toute la stratégie des non-indépendantistes qui avait été remise en cause ce soir-là. Parce que je reviens toujours sur les répartitions provinciales et budgétaires, mais c'était en tout cas la stratégie, c'était de dire qu'il y avait une reconnaissance indépendantiste dans la gouvernance. Il y avait une reconnaissance des indépendantistes dans le financement de l'économie.
il y avait une reconnaissance indépendantiste sur les signes identitaires, etc. Et on s'est dit qu'avec toutes ces reconnaissances-là, que finalement, la volonté d'indépendance, parce que l'indépendance, c'est quand même quelque chose de fort, hein, c'est le transfert des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une coupure, une rupture totale avec l'État français. Que toute cette reconnaissance politique qu'il y avait eu en faveur des indépendantistes allait atténuer leurs revendications, leur donnant en tout cas une place importante dans la gestion du pays. C'est votre opinion, c'est votre avis. Non, mais c'était la stratégie des loyalistes assumée. Hein. On peut dire que c'est la stratégie des accords de Matignon et de Nouméa. Eh bien, écoutez, ça n'a pas marché. Donc, il a fallu, nous aussi, qu'on se remette en cause, là, pour le coup. Christophe Pons, docteur en géopolitique, j'aimerais avoir votre avis. Vous me dites, vous, au sujet du résultat du référendum, on restera sur les suffrages exprimés, finalement, ce n'est pas un mystère. Je crois que le premier enseignement de ce premier référendum, c'est que justement, il n'y avait pas de surprise. Parce que quand on compare un petit peu au baromètre politique que constituent les élections provinciales depuis une trentaine d'années, on se rend compte qu'il y a eu très peu d'évolution dans le rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes. Pour prendre par exemple l'élection qui a suivi l'accord de Nouméa en 1999, on était un peu plus de 40% pour l'indépendance. Et donc on constate finalement qu'en 20 ans, il y a eu une progression assez modérée entre les résultats à ces élections et le résultat attendu. Donc oui, c'était assez peu surprenant d'avoir ces résultats-là. Ensuite, peut-être un peu plus dans le détail, c'est vrai que comme le disait M. Metzdorf, on a eu des résultats par rapport aux élections provinciales en province des Îles et en province Nord qui étaient supérieurs pour les loyalistes et des résultats un peu plus importants pour les indépendantistes en province Sud, comme si finalement les minorités qui sont dans les assemblées de province pouvaient enfin s'exprimer dans ce référendum. Mais en dehors de ces petites différences, avec également l'abstention des îles, on pourra en reparler, véritablement, quand on compare aux autres élections provinciales, il y a eu quand même assez peu de nouveautés finalement par rapport à ce résultat du premier référendum. Justement, arrêtons-nous un moment sur la participation, plus de 80% pour ce 4 novembre 2018, une participation historique dans le Sud, 83%, et surtout dans le Nord, 86% de participation. En revanche, dans la province des Îles, on a moins bien voté, 58,89%. Ce sont plus de 9000 électeurs qui ont boudé les urnes ce dimanche-là. Alors, quel est votre avis? Comment vous réagissez à cela, Nicolas Metzdorf? Cette participation qui est somme toute une bonne participation dans les deux autres provinces et pour les îles, une moins bonne participation. Je pense qu'il y a aux îles Loyauté, depuis toujours, c'est historique, une partie de la population qui est attachée à la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Il y a moins un désir d'indépendance aux îles Loyauté, hein, j'ai l'impression, je le ressens comme ça en tout cas, que sur la Grande Terre, parce que l'histoire est différente aussi entre les îles et la Grande Terre. Néanmoins, cette abstention qui ne s'est pas transformée en un vote non est aussi de la responsabilité des partis non indépendantistes, hein, parce que peut-être que nous n'avons pas assez travaillé la population des îles Loyauté, peut-être que nous l'avons trop laissé pendant trop longtemps, alors qu'à l'époque, Jacques Lafleur faisait 30% des suffrages aux îles Loyauté. Il y a une histoire des loyalistes aux îles. Nous n'avons pas su l'entretenir et aujourd'hui c'est difficile de rattraper le retard. Et puis je crois qu'il y a eu aussi un travail important des indépendantistes sur le côté identitaire de la revendication indépendantiste. C'est-à-dire que c'est difficile pour un Kanak, je mets des guillemets, hein, excusez-moi, c'est pas péjoratif du tout, mais de voter contre l'indépendance même si on n'y est pas attaché. Hein, parce qu'on a fait du combat indépendantiste un combat très identitaire par rapport au peuple kanak. Et donc, c'est vrai que s'il y a une hésitation, c'est compliqué d'aller voter. Hein, quand on est kanak, parce que c'est un peu se remettre un peu en question ou trahir un peu sa famille, son engagement. Mais et tout le travail que nous, on a à faire, les non-indépendantistes, c'est de dire que le vote sur l'indépendance d'un pays, c'est un vote juridique sur la capacité d'un pays à devenir un État. C'est-à-dire que ce n'est pas une question identitaire. Ça n'a rien à voir. La question que l'on pose aux Calédoniens, le 4 octobre prochain, c'est voulez-vous que les transferts
que les compétences régaliennes soient transférées à la Nouvelle-Calédonie. C'est est-ce que vous voulez qu'on soit compétent pour gérer la justice, la police, l'armée, la monnaie et les relations internationales? Il n'y a pas de question identitaire en fait. Et nous, ça, on ne l'a pas assez expliqué. On ne l'a pas assez expliqué. Et je pense que ça nous a porté préjudice aux îles Loyauté. À noter que pour le premier référendum, les loyalistes ne s'étaient pas mobilisés, presque pas même, mobilisés pour la campagne en faveur du non à la question qui sera posée. Michael Forest, vous êtes originaire des Loyautés, justement, c'est aux Loyautés de l'IFOU en particulier, où la participation a été la moins bonne. Comment vous expliquez cela ? Déjà, sur votre première question, on aime tout de rappeler que plus de 80% de participation, c'est pour l'ensemble du territoire, un indicateur quand même important par rapport à la démocratie, au futur du pays que nous on veut construire. Sur les îles Loyauté, je peux déjà rappeler que ça fait 2 mandatures au niveau de la province, qu'il n'y a plus d'élus loyalistes. Donc après ça, voilà, les choses sont comme ça. Maintenant, il ne faut pas qu'on perde aussi de vue que les règles ils ont changé pour les procurations, par exemple. Et aussi le fait que les camarades du Parti de travail avaient appelé à une non-participation. Donc les choses ont un petit peu changé, mais c'est vrai aussi que sur les bureaux de vote délocalisés, on s'est mobilisé ces dernières semaines, mais c'est aussi un point, je rappelle, qu'on avait dénoncé le 9 novembre 2018 lors de notre première conférence de presse après le premier référendum. Alors, il faut quand même noter que l'abstention depuis 2004 au niveau des élections générales, municipales ou autres est quand même importante. Et pour ce référendum, les Calédoniens se sont bien mobilisés. Comment vous l'expliquez, vous deux? Aussi bien M. Mesdorf ou M. Forest? Encore une fois, c'est la fin d'un cycle et c'est aussi, encore une fois, très, très important pour nous de pouvoir constater que le peuple a pu aussi pouvoir s'exprimer sur cette nouvelle ère que nous voulons, nous, dans un État pleinement souverain, avec plusieurs coopérations par la suite. Nous aurons l'occasion de le rappeler durant les prochaines émissions autour du projet de société, autour aussi de la période de transition, sur laquelle nous vous accompagnons depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc, voilà, nous nous inscrivons dans ce cadre-là, encore une fois, pour faire en sorte que notre objectif puisse être aussi compris par le plus grand nombre. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nos tournées depuis mars 2017 nous a permis de faire plusieurs réunions dans les villages, dans les tribus, dans les associations, dans les amicales, dans les syndicats, dans l'ensemble des forces vives du pays pour aussi faire montrer notre sincérité par rapport à notre projet politique que l'on veut pour notre pays. Nicolas Mesdorf. Je crois que les Calédoniens sont quand même conscients de l'enjeu. C'est-à-dire que le référendum, surtout le premier, on l'attendait depuis 30 ans. On en a toujours parlé. Je crois que c'est quelque chose en plus où les élus politiques et les partis politiques n'entrent pas en jeu. Donc il n'y a pas de réticence par rapport à la chose politique qui est un petit peu mal vue aussi. On a vraiment l'impression de se déplacer pour l'avenir du pays, quoi. Et donc ça incite à la participation. Donc ça, c'est une bonne chose, on s'en félicite. Un des combats, entre guillemets, de ce deuxième référendum, c'est d'aller mobiliser le peu d'abstentionnistes qui restent à mobiliser, notamment aux îles et à Nouméa, parce que la brousse a fait quand même le plein. C'est ce qu'on verra en deuxième partie d'émission. Voilà. Quelle sera votre stratégie? Okay. Sur le résultat en lui-même, 56,7 pour le non et 43 pour le oui. Je me tourne vers vous, Stéphane Renaud. Vous êtes responsable d'un institut de sondage, Quidnovi. Finalement, les sondages de 2018 se sont lourdement trompés. Oui, bien sûr, ils se sont trompés. Je pense que ça, il n'est pas une surprise. On s'est déjà longuement exprimé sur le sujet. En fait, il y a 3 facteurs qui l'expliquent. Un qui, malheureusement, n'est pas maîtrisé par les instituts et 2 autres qui le sont beaucoup mieux. Le premier facteur, c'est qu'on a eu qu'en mars 2019 la communication de la ventilation de la répartition des statuts civils coutumiers par zone et par commune, qui ont un impact qui représente à peu près 5 points dans l'estimation. Le deuxième facteur qui représente à peu près 3 points, c'est l'écart entre la participation estimée au moment des sondages et la participation réelle. Clairement, il y a des gens qui n'ont pas été votés, notamment dans le Sud. Rien qu'à Nouméa, par exemple, c'est 3000 personnes qui, si on regarde les estimations de participation, auraient dû aller voter et ne l'ont pas fait. Ce sont aussi des voix qui étaient
plutôt en faveur du non que de voix en faveur du oui. Et à l'inverse, suite à des présentations qui avaient été faites notamment de manière informelle, le FLNKS, qui avait fait une campagne qui était, je crois, saluée par tout le monde et qui a été reconnue, a mobilisé notamment les jeunes qui étaient à un niveau de participation estimé qui était beaucoup plus faible en avril et qui s'est traduit lors du référendum par une participation plus élevée. Donc là, vous avez encore 3 points d'écart. Et puis, il ne faut pas le nier non plus, vous avez 3 à 4 points qui sont les effets de campagne. Ces effets de campagne qui font que des gens qui se posaient un certain nombre de questions jusqu'à un mois et demi, ont pour certains changé et donc sont passés plutôt du non au oui, parce que la campagne leur a semblé plus convaincante d'un côté que de l'autre. Et à ce sujet, Sylvain Brouard, qui travaille pour le CEVIPOF et Sciences Po, a montré que c'est la peur ou l'absence de peur des conséquences de l'indépendance qui pouvait faire varier une partie de l'opinion. C'est pas simplement des gens qui sont pour ou des gens qui sont contre. Vous avez des gens qui sont viscéralement opposés à la notion d'indépendance, des gens qui sont viscéralement pour l'indépendance, puis au milieu, c'est 3 forces qui sont quasiment égales. Hein. Vous avez des gens qui vous disent peut-être un jour, pourquoi pas, mais dans quelles conditions et comment. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui est bien de savoir comment ce groupe va partir d'un côté ou de l'autre en fonction des arguments des uns et des autres. Alors, je précise qu'à l'époque, les instituts de sondage donnaient une fourchette entre 63 à 75% de vote en faveur du non, en tout cas pour le non à l'indépendance. Si je peux me permettre, juste pour... je vous en prie, vous avez tout à fait raison, et on pourrait très bien avoir un peu plus de 60 comme on pourrait avoir 52 ou 53. La problématique, elle n'est pas là, elle est sur le rapport de masse. C'est-à-dire que vous allez avoir à peu près un tiers de chaque côté, donc ça vous les comptez, vous les mettez et ils sont là, puis au milieu, vous avez des gens qui peuvent aller vers le non ou une partie vers le oui. Tout simplement mentir, non ? Lorsqu'ils sont interrogés. Alors vous savez, il y a une chose, il faut rendre aux Calédoniens ce qu'ils ont. S'il y a bien une chose qu'ils ne font pas, c'est qu'ils ne mentent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour habitude de dire autre chose que ce qu'ils pensent. Et c'est bien une qualité qu'ont les Calédoniens. Encore une fois, l'aspect écart, elle est lié à des considérations techniques, des considérations de participation et des effets de campagne. Mais les Calédoniens dans leur ensemble, je crois qu'on ne peut pas leur attribuer ce problème. Ce ne sont pas des gens qui mentent. Quand ils se déclarent, ils se déclarent. Et comment est menée l'enquête d'opinion ? C'est du porte-à-porte, du téléphone, en ligne, par Internet ? C'est surtout pas l'Internet, c'est du téléphone et c'est de la génération aléatoire. Mais il faut savoir aussi que par téléphone, vous avez ce qu'on appelle une erreur de couverture. C'est-à-dire qu'il y a 2 biais. Si vous faites par en face à face, vous ne trouverez pas des gens qui sont au fin fond des tribus parce que vous ne les trouverez pas, ou vous avez très peu de chances de les avoir. Et par téléphone, vous en manquez à peu près 7 à 10%. Donc vous avez de toute façon, chaque média que vous utilisez pour les sondages comporte ce qu'on appelle une part d'erreur de couverture. Pierre-Christophe Frantz, à l'époque, vous aviez, vous, cru, ou en tout cas, vous êtes fié à ces instituts de sondage, aux résultats, en tout cas les fourchettes qu'ils donnaient entre 63 et 75% de non. Justement, par rapport à ce que je vous ai dit, moi j'étais assez surpris de ces rapports de force. Quand on regarde un petit peu et quand on analyse un peu dans le détail l'évolution du vote en Nouvelle-Calédonie, on constate que élection après élection, il y a une cristallisation des tendances de vote en Nouvelle-Calédonie, une cristallisation du rapport de force. Donc j'en ai parlé, assez peu d'évolution entre indépendantistes et non indépendantistes, une cristallisation également ethnique, géographique et sociale. Je crois que ce sont des choses qu'il faut également rappeler parce que pour bien comprendre le vote, il faut essayer de voir est-ce que dans les bureaux de vote, dans les communes où ça évolue, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu d'endroits où ça change. Et deuxième chose, c'est que 30 ans après les accords de Matignon-Oudinot, je parlais d'une cristallisation du vote par des tendances ethniques. Je crois qu'aujourd'hui, en 2020, alors qu'on s'apprête à voter pour le second référendum, on est toujours dans un constat qui est quand même assez simple. Quand on regarde les différentes cartes, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est que le vote indépendantiste est un vote essentiellement kanak et que le vote non indépendantiste est un vote essentiellement... Voilà. Et donc, on a aujourd'hui cette particularité qui, aujourd'hui, interroge les partis politiques, que ce soit indépendantistes ou non indépendantistes, de ne pas avoir réussi, en tout cas dans une grande partie, d'avoir convaincu finalement les autres communautés. C'est la question qui va être posée à nos 2 hommes politiques. J'ajoute même que vous disiez que le vote indépendantiste a gagné 2 points en 20 ans. C'est peu. Et du côté des loyalistes, c'est relativement impossible peu.
Alors, se pose la question aussi pour les dernières élections provinciales de l'éveil océanien. On sait que c'était un électorat qui était essentiellement rattaché en tout cas aux partis non indépendantistes. Mais aujourd'hui, quand on écoute un petit peu ce qu'ils disent, c'est difficile de dire on rajoute les voix de l'éveil océanien pour connaître un peu le rapport de force indépendantiste-non indépendantiste. Ce qui aujourd'hui a tendance un petit peu, on l'a vu pour certains partis où la communauté wallisienne était très importante, c'est aller piocher dans ces partis-là. Je prends par exemple Calédonie Ensemble, qui a souffert aussi de ce report de vote wallisien en faveur de l'éveil océanien. Donc c'est difficile. Indépendantiste, ça c'est pas très compliqué à déterminer. C'est la somme un peu des différents suffrages pour les partis indépendantistes. Pour les non-indépendantistes, il y a toujours cette incertitude des partis un peu intermédiaires. Est-ce que les données des instituts de sondage ont été, en tout cas, apportées ou en tout cas modifié votre stratégie, que ce soit au niveau des indépendantistes ou des loyalistes, pour la campagne? Pour le premier référendum? Oui, pour le premier référendum. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que vous aviez fait? Nous, on est rentré dans le panneau. Enfin, moi, à l'époque, j'étais avec Calédonie Ensemble, tout le monde le sait. Nous, on faisait campagne pour un non respectueux du oui parce qu'on allait gagner 70-30. Donc, il ne fallait pas humilier ceux qui allaient faire que seulement que 30% des voix. Parce qu'il fallait pouvoir discuter avec eux. Donc, c'était les éléments de langage qu'on avait. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'unité également, etc. Donc, clairement, les données des sondages ont fortement influencé, en tout cas pour le parti dans lequel j'étais, notre stratégie de campagne, puisqu'on a basé notre campagne sur des résultats à l'avance. Donc on disait, on va gagner, ça ne sert à rien de s'exciter, ça sert à rien de... Donc vous dites que les instituts de sondage ont pénalisé, en tout cas leur travail a pénalisé votre campagne. Non, c'est notre responsabilité d'élu politique, c'est-à-dire un sondage donne un sondage. Après, si nous on veut l'utiliser tel quel, on l'utilise tel quel, mais après c'est à nous aussi de savoir faire la part des choses et de ne pas prendre ce que dit le sondage comme argent comptant. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été une grosse erreur. Michael Forest ? Sur l'impact des instituts de sondage sur votre campagne en faveur du oui en 2018? En fait, nous, on a eu... Est-ce que ça a eu une incidence justement sur votre stratégie? Les sondages, on a utilisé comme des éléments de campagne pour pouvoir mesurer un petit peu les choses. Mais encore une fois, nous, on réaffirme qu'on est dans une situation coloniale et il y a un processus politique qui est là. Et on s'inscrit dedans avec détermination et sincérité pour, encore une fois, honorer un petit peu tout le travail que tous nos anciens ont fait depuis 1953, avec honorer aussi tous ceux qui sont aussi tombés pour la pleine souveraineté de notre pays. Et on continue avec cet esprit-là. Il y aura toujours les sondages, il y aura toujours plusieurs... Ça veut dire que vous ne les prenez pas en considération? On les considère, mais à leur juste place. Très bien. Alors, le ras-le-bol des électeurs, puisqu'on voit que là, ils se sont bien mobilisés pendant le référendum, autrement, au-delà du référendum, pour les autres élections, l'abstention est très forte. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol de la part du non-renouvellement des politiques, ceux qui font de la politique dans notre pays? J'attends vos réponses, Monsieur Mesdorf ou Monsieur Forest. Est-ce qu'il faut renouveler la classe politique? Écoutez, on essaye tous les jours. Non, je plaisante. Je crois que les partis politiques calédoniens n'échappent pas à la règle nationale de la désaffection du peuple vis-à-vis des organes politiques. Je crois qu'on n'arrive plus à expliquer en quoi la politique c'est important, en quoi la gestion des institutions c'est important. Je crois qu'il y a aussi le rôle des médias qui est important dans le fait un gros média bashing sur les politiques qui sont un petit peu des stars et sur lesquels on aime bien tirer. C'est-à-dire que quand il y a un politique qui fait une erreur, on en parle pendant des mois et on ne met pas en avant tout le travail des élus qui sont nombreux, qui font avancer les dossiers. Donc je crois que oui, il y a une rupture aujourd'hui entre le peuple et les partis politiques. Ce n'est pas une nouveauté. La bonne question à se poser, c'est comment on fait pour réconcilier les deux bouts, alors qu'on est, je crois, dans un système qui est bien, c'est la démocratie, c'est quand même, on n'a rien trouvé de mieux jusque-là. Renouveler la classe politique, pourquoi pas, on voit qu'en France, elle a été renouvelée également, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un amour nouveau qui est né du peuple français envers l'Assemblée nationale, qui a été renouvelée aux 2/3, Donc, il n'y a pas seulement le renouvellement politique, il y a vraiment le système à repenser. Et puis, je pense avoir
aussi, nous, les responsables politiques, avoir une manière plus franche et plus directe de parler. C'est ce que moi, j'essaye de faire en tout cas, c'est-à-dire de ne pas travailler sur des éléments de langage, parce que vous savez ce qui se passe généralement dans ce genre d'émission. On se réunit pendant 3 heures, les partis politiques, et on travaille exactement ce qu'on doit dire, pas dire, les chiffres, etc. Et donc, ça fait... Vous êtes coaché. Ouais, on est coaché, bien sûr, on est coaché ou on s'auto-coach. Ça fait très travailler, ça fait très faux en fait. Et je crois qu'il faut pouvoir redire les choses simplement, parce qu'en fait les choses sont très simples quand on les explique. On reviendra sur cette question dans la deuxième partie de notre émission sur l'après-référendum et comment va s'engager le dialogue concernant l'avenir institutionnel du pays. Alors, sur le déroulement du scrutin en 2018, alors la commission de contrôle de l'organisation, du déroulement et de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie avait estimé que le scrutin s'est déroulé dans d'excellentes conditions matérielles et d'organisation. Aucune irrégularité n'a été enregistrée de manière à altérer la régularité et la sincérité du scrutin. Est-ce que vous partagez ce bilan? Michael? Merci Madame Cheput. Donc je vais rappeler les choses qu'on a dit le 9 novembre 2018. C'est qu'on avait pointé justement ce déséquilibre financier au niveau de la campagne de l'ensemble des groupes, mais aussi la place de la presse. Donc la commission de contrôle, elle est là pour faire son travail. Elle n'a par exemple rien dit ces dernières semaines lorsque le CSA s'est autorisé à intégrer la Marseillaise dans la campagne pour cette année. Mais encore une fois, nous, on continue notre bonhomme de chemin avec un ensemble d'éléments qui sont sur la table, avec plusieurs étapes jusqu'au 4 octobre. Et on va s'attacher à pouvoir continuer à consulter, à partager avec l'ensemble du peuple pour faire en sorte que la victoire du oui soit effective le 4 soir. Pierre-Christophe Bantz, sur le déroulement du scrutin en lui-même. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des nouveautés pour ce scrutin. On parlait des bureaux de vote délocalisés, on parlait également des procurations qui avaient des nouvelles conditions de justification. Et on voit effectivement, comme le disait M. Forest, que... Beaucoup plus rigoureuse. Voilà, et ça a eu un impact forcément sur le taux de participation, notamment aux îles. Mais juste pour rappeler une petite chose, parce que je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte, aux îles Loyauté, c'est à peu près 21 500 électeurs. Quand on sait que il y a à peu près 11 à 12 000 personnes majeures qui habitent régulièrement sur l'île, on se dit qu'il y a 2 fois plus d'électeurs que de personnes physiquement présentes aux îles. Donc ça veut dire que à chaque élection, il y a un flot continu de procuration entre les îles et le Grand Nouméa. C'est la raison pour laquelle... Ce n'est pas un fait nouveau concernant les îles Loyauté. C'est pas un fait nouveau. C'est quelque chose qui est assez régulier. Sauf que là, pour essayer d'apporter un peu plus de sincérité à ce scrutin, pour pas qu'elle soit entachée par des procurations massives dans un sens ou par une absence de vote, eh bien on a fait cette double un peu condition avec les bureaux de vote délocalisés pour permettre aux gens des îles d'aller voter directement. Et donc éviter qu'il y ait ce flot à peu près important de procuration. Je le dis parce que c'est quand même important de le rappeler que les élections aux îles Loyauté, pour ces raisons-là, ont été invalidées déjà à 2 reprises. Donc c'est aussi pour ces raisons-là qu'on a eu ce changement, mais en dehors de cette particularité qui était propre au référendum, les choses se sont passées de façon assez conventionnelle finalement, sauf peut-être dans certains bureaux de vote qui ont été un peu dépassés aux heures de clôture, notamment dans le Grand Nouméa. On voit qu'il y avait encore des files d'attente après 18h, mais hormis ces situations un peu exceptionnelles, pas beaucoup de changements. Alors nous allons aborder la deuxième partie de cette émission consacrée à l'après-premier référendum 2018 et à celui du 4 octobre prochain. Comment les électeurs d'ailleurs ont-ils vécu ce 4 novembre 2018 Qu'en ont-ils ressenti? Je vous propose d'écouter ces réactions. Référendum 2020. C'est apaisé que je suis arrivé à ce référendum, déçu par le résultat, parce que ça fait 30 ans qu'on essaie de travailler le vivre ensemble, et on voit qu'il y a 2 blocs. Voilà. Puis au bout de 30 ans, on parle encore de rééquilibrage, on parle de tout ça. Pour moi, c'est dommage, parce que ça fait 30 ans qu'on construit, c'est 30 ans qu'on investit, c'est 30 ans qu'on fait les choses, et puis arrivé là, on est un peu déçu, parce qu'on reste encore avec 2 blocs, il n'y a pas vraiment une franche majorité. Nous, mon entourage... On va dire qu'on a laissé venir le référendum, mais on s'est dit que le résultat attendu sera le résultat qu'il faudra faire avec, quoi. Et puis qu'on allait s'adapter. Comment je l'ai vécu le référendum? On va dire que c'était plutôt calme. Moi je m'en fiche un peu du résultat, mais ce que j'aimerais dire c'est
Surtout pas donner le pouvoir à des gens qui sont pas crédibles aussi dans leur démarche. Il faudrait y réfléchir sur la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau de la jeunesse. Il faut la mettre en valeur. Et puis l'autre truc, c'est qu'on est toujours à discuter sur des choses qui auraient pu discuter depuis 30 ans, quoi. Le drapeau, l'identité, le nom du pays. Voilà, c'est dommage, c'est des sujets qu'on a reportés depuis. Et puis voilà, je pense qu'on manque, nos politiciens manquent de courage pour poser les bonnes bases. Et puis voilà, c'est vrai que moi je sens de mon côté, étant en Brousse, que le peuple il est là, et derrière ses élus. Mais je pense que les élus, ils n'ont peut-être pas assez de volonté affirmée de poser les choses et de faire avancer le pays, quoi. La vie, en fait, elle a continué. Et puis par rapport au deuxième référendum là, qui se passe dans 2 mois, on sent qu'il y a une petite montée quand même de tension. Et peut-être un peu de racisme, un peu d'autres paramètres qu'il n'y avait pas au premier référendum. On commence à sentir vraiment. J'habite sur la foi. Et puis en 2018, pour le référendum, ça m'a eu de soucis. C'était calme, il n'y a pas eu de tension, pas de problème. Tranquille, je ne vois pas pourquoi avoir peur. On est là pour vivre tous ensemble, on n'est pas là pour se chercher la guerre. Référendum 2020. Des propos recueillis par Medjiko Petcheissi. Alors je vais rebondir à ce que disait l'un des intervenants. Les hommes politiques manquent de courage, surtout en cette période où on discute de l'avenir institutionnel du pays, puisque le référendum ou ces référendums vont-ils régler la question de la revendication d'indépendance des indépendantistes? La question est posée à Michael Forest et Nicolas Metzdorf. Le premier à s'exprimer. Michael Forest, excusez-moi, oui. monsieur. Michael Metzdorf, c'est pas mal ça. Michael Forest, je vous en prie. Je crois que le détenu a été assez clair depuis presque 60 ans maintenant, sur la base du travail qui a été engagé depuis le Front indépendantiste. Nous, on s'inscrit dans la pleine souveraineté de notre pays. Donc c'est vrai aussi que, comme le rappelaient plusieurs de vos interviews, il y a quand même beaucoup de potentiel dans le pays, beaucoup de potentiel dans la région. Donc c'est aussi notre responsabilité de pouvoir faire en sorte que notre pays joue son rôle pleinement dans sa région géographique d'une part, et surtout aussi pour quelque part appeler aussi à soutenir le peuple français. Parce que nous, on n'est pas contre le peuple français, mais on essaye de dialoguer avec l'État français pour faire en sorte que l'ensemble des blocs qui composent aujourd'hui la planète puissent répondre aux différents enjeux qui sont devant nous, les enjeux qui concernent l'humain, le social, le réchauffement climatique. L'Europe aujourd'hui, il y a des crises qui sont quand même beaucoup négatives pour le peuple français. La crise des migrants, la crise du terrorisme, la crise financière, le Brexit. À un moment donné, il faut aussi que l'État puisse nous laisser prendre nos marques par rapport au oui massif qui va sortir des urnes le 4 octobre pour faire en sorte justement de pouvoir continuer à s'inscrire dans les différents enjeux qui sont devant nous, déjà dans la Mélanésie, dans le Pacifique et au niveau de l'Océanie, évidemment. Nicolas Metzdorf, le courage des hommes politiques pour la construction d'un avenir commun, en tout cas pour l'avenir institutionnel du pays? Ah non, mais l'avenir commun, lui, il n'y a pas de débat. L'avenir commun, il faut le réussir. Enfin, je crois qu'il n'y a personne qui remet en cause le fait qu'on doit vivre ensemble dans ce pays. C'est pour ça que moi, je sépare bien, en tout cas, la question du vivre ensemble, du peuple calédonien, etc., de la question institutionnelle, juridique. Parce que là encore, j'en reviens, on parle de transférer des compétences régaliennes. C'est tout. Moi, je me dis que aujourd'hui, j'ai entendu mon ami Michael Forest citer plein de sujets, là, le social, la jeunesse, l'environnement, etc. Mais ça, c'est des choses, on est compétent déjà. Il ne faut pas oublier que dans notre pays, on est quasiment déjà autonome, quoi. Tous ceux qui dirigent le pays, tous les élus des provinces, les élus du Congrès, les membres du gouvernement sont issus du corps électoral gelé. Ce sont ces Calédoniens-là qui votent aujourd'hui les lois, les délibérations et qui prennent les arrêtés sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux. D'accord ? La France ne gère que la justice, l'armée, la monnaie, les relations extérieures. Les compétences régaliennes. Les compétences régaliennes. Et l'article 27. Et l'article 27. Quelle finance ? Quelle finance ? Donc finalement, la France aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un pays qui nous a permis de nous décoloniser, de nous émanciper, de nous gérer nous-mêmes, qui garde les compétences qu'on ne peut pas gérer vu la taille de notre pays, qui continue de financer de manière importante le pays, 160 milliards,
à travers les compétences régaliennes, mais aussi à travers les contrats de développement pour les communes qui gèrent le quotidien des Calédoniens. Et en plus, la France, elle a quand même une oreille attentive pour nous. Enfin, quelle région de France qui fait moins de 300 000 habitants est reçue par le Premier ministre 2 à 3 fois par an pour discuter de son avenir? Donc aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est être indépendant, pourquoi faire? Si c'est juste une question de fierté, etc., mais enfin, ça donne pas à manger. C'est la question qu'on pose à Michael Forest. Oui. Enfin, c'est quoi l'intérêt, en fait? Vous répondez à Nicolas Metzdorf, qui se pose la question de pourquoi demander l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'aujourd'hui, on se dirige nous-mêmes avec les avantages sur les inconvénients. Enfin, voilà, c'est... Michael Forest va répondre. Je rappelle tout simplement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, notre combat, il s'inscrit dans un cadre qui date déjà depuis plus de 30 ans. On n'a pas changé de couleur ou de nom ou de parti comme ça du jour au lendemain pour faire plaisir plus ou moins aux électeurs, par exemple. Nous, ça reste dans le cadre de la parole qui a été attachée par nos anciens et aujourd'hui, nous sommes là pour faire le travail, pour, encore une fois, battre campagne et surtout réaffirmer la sincérité de notre projet politique pour la pleine souveraineté de notre pays, sous différentes facettes que, encore une fois, nous aurons l'occasion de redébattre sur votre antenne prochainement. Et donc voilà, on s'inscrit dans l'histoire politique de notre mouvement indépendantiste pour la pleine souveraineté. Alors, que s'est-il passé entre le 5 novembre 2018 à aujourd'hui? Lors d'une intervention télévisée enregistrée, Emmanuel Macron, le président, a salué ce résultat du premier référendum et a dit, je cite, « Le seul vainqueur, c'est le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. C'est l'esprit de dialogue », a affirmé le président de la République, qui a invité chacun à se tourner vers l'avenir. Il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue, a plaidé le chef de l'État. Fin de citation. Comment avez-vous ressenti ces paroles? Ça, c'est ces paroles le soir de la consultation. Ben, c'est des paroles qui étaient un petit peu en décalage. Une déclaration plutôt, parce que vous avez pris une petite partie, mais on voyait bien que pour Monsieur le Président de la République, c'était aussi une surprise, le 43,3. Donc nous, c'est ce qui nous a pas empêché de pouvoir continuer à dialoguer dans les différents espaces, que ce soit sur Nouméa ou sur Paris ou même sur New York, parce que l'État aussi participe pleinement aux travaux du comité spécial de décolonisation, pour faire en sorte, encore une fois, que ça puisse être aussi une chance pour l'État français de sortir par le haut de ce processus. Je précise la question, puisqu'on parlait du chemin, celui de dialogue. C'est la question qui est posée à Nicolas Metzdorf. Comment vous l'avez ressenti? Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux référendums, entre le 4 novembre 2018 et le 4 octobre 2020? Est-ce qu'il y a justement poursuite du dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes? Non, mais le dialogue, il est plus que nécessaire entre nous. Enfin, je veux dire, on sait très bien que ce n'est pas les 2 ou 3 référendums qui vont régler le problème. Ça pose une base, on va dire, électorale légitime sur laquelle on doit discuter. Mais le référendum, il ne répond pas au problème. Il pose le constat. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Nous, on a décidé de se réveiller un peu quand même, parce qu'on a considéré qu'on ne devait pas partir toujours gagnant. Mais en restant chacun sur ses positions. Non. Enfin, on a fait l'union des loyalistes. C'était important, de manière à avoir un seul message clair. Pour aussi profiter des forces vives de chacun pour aller sur le terrain. Je parlais du camp loyaliste, justement. Oui, voilà. Oui. On a décidé, et on est en phase de consultation aujourd'hui, de poser notre projet de société, parce que les loyalistes ont depuis toujours un projet de société. Mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais mis en avant parce que on était trop sûr de notre fait. Et puis, pour nous, ça nous paraissait tellement évident, le projet de société que l'on avait. Donc là, on a décidé de poser les évidences sur le papier et d'aller à la rencontre des Calédoniens pour leur présenter, nous aussi, notre vision d'avenir. Parce que ce que nous, on veut, et ce sur quoi, moi, je me bats beaucoup, avec tout le respect que j'ai pour les indépendantistes, mais ils n'ont pas le monopole de la vision de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas d'un côté des gens qui veulent faire évoluer le pays, qui veulent essayer de le faire avancer, et puis des gens qui sont pour le statu quo. Nous, les loyalistes, on a aussi envie que notre pays évolue institutionnellement, financièrement, écologiquement, socialement, économiquement, mais au sein de la France. Et comme la France nous donne toute liberté pour choisir notre modèle social, finalement, on peut nous-mêmes, en tant qu'Calédoniens, définir n'importe quel modèle social
au sein de la République. Et je dirais même que c'est la République qui est la garante, finalement, de la stabilité de notre modèle social et de finalement, de la Nouvelle-Calédonie après accord de Nouméa. Donc, nous, on n'est pas contre le mouvement, on est pour, mais avec la France. Avec la France. Pierre-Christophe Frantz, comment faut-il interpréter le vote des Calédoniens ? On parlait de courage tout à l'heure. L'une des personnes qui a été interrogée a parlé de courage des politiques concernant l'avenir institutionnel. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, ce vote en faveur du non, 56% et 43% en faveur du oui. Vous savez, moi je pense que le courage, il se mesure de différentes manières, en tout cas en politique. Et c'est peut-être, si on reprend la définition un petit peu basique, c'est aussi se mettre en difficulté, peut-être un petit peu en danger. Et je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, un petit peu dans ce contexte référendaire dans lequel on se situe actuellement, un peu un couloir référendaire qui écrase tous les autres types d'enjeux, c'est très manichéen, oui, non. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il n'a jamais été aussi difficile dans ce couloir référendaire de mettre en œuvre, comme disait Emmanuel Macron, le chemin du dialogue. Et que finalement, le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes, eh bien, il a eu tendance un petit peu à se raréfier depuis ce référendum, alors qu'au contraire, Emmanuel Macron appelait de ses voeux une reprise un petit peu du dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes. Alors, la raison, elle est connue. Je crois que c'est ce qui caractérise la vie politique en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu le baiser du diable. C'est-à-dire que chaque camp politique qui va tendre la main à l'autre en face, eh bien, se fera sanctionner immédiatement dans les urnes à l'élection suivante. Et c'est ce qui se passe assez régulièrement. Je crois qu'aujourd'hui, tous les partis qui essayent de dialoguer sont toujours traités de traîtres un petit peu à tel ou tel camp, et on voit après dans l'élection suivante un peu ce que ça peut donner. Donc aujourd'hui, le courage, c'est de se dire peut-être qu'à l'élection suivante, je vais avoir beaucoup moins d'élus pour porter mon message politique. Stéphane Renaud de l'Institut de sondage voulait compléter ce que vient de dire Pierre-Christophe Frantz. Oui, je vais juste rajouter un point. Je pense qu'à la demande des membres du comité des signataires, l'État a fait réaliser une étude sur ce que voulaient les Calédoniens en cas de oui ou de non, c'est-à-dire l'ensemble des questions qu'ils se posaient. Ça a été mis à disposition à la fois de tous les groupes politiques qui ont pu demander des explications complémentaires. Et c'est vrai que les attentes des Calédoniens sont assez précises et sont peut-être pas toujours en phase avec une notion de oui-non, où je choisis pour ou contre quelque chose. Et là, je rejoins effectivement l'explication qui a été donnée. C'est pas forcément deux blocs qui s'affrontent. Nicolas Mestor. Attention, il faut faire quand même attention. Hein. Je sais que la question d'indépendance, on a envie de passer à autre chose, qu'on en a marre, que ça rythme la vie politique du pays. Mais enfin, il ne faut pas non plus la banaliser. Hein. La meilleure solution pour en sortir, c'est justement le dialogue rapidement. Mais tout en sachant que c'est une question fondamentale dans l'histoire de notre pays. Fondamentale. Enfin, on parle quand même d'une indépendance, d'un territoire qui deviendrait un État. Donc, ce que je veux dire, je comprends que les Calédoniens soient un petit peu blasés de cette question-là, mais elle est quand même lourde. Et c'est normal qu'elle prenne du temps, parce qu'elle est très lourde. Et je veux revenir sur ce que disait Pierre-Christophe tout à l'heure. C'est aussi pour ça qu'on a fait l'unité des loyalistes. Parce que les accords de Matignon et de Nouméa ont été réussis, surtout ceux de Matignon, ont été réussis parce qu'il y avait des représentants légitimes des deux blocs qui avaient la légitimité de pouvoir discuter l'un avec l'autre et de trouver les accords nécessaires. Et ça n'a pas été évident, parce que quand Jacques Lafleur revient, il faut qu'il mobilise les troupes du RPCR pour expliquer les accords de Matignon, et ça a tangué dans la maison du RPCR. Quant à M. Tjibaou, on sait très bien à quel prix il a payé les accords de Matignon. Donc aujourd'hui, il est important que les deux mouvements se réunissent pour que derrière, les représentants que l'on envoie aient la légitimité de l'ensemble des électeurs et des élus. Parce que tant qu'il y aura des divisions au sein des camps non-indépendantistes et indépendantistes, effectivement, celui qui n'est pas en responsabilité, pour avoir la responsabilité et avoir le pouvoir, dira que effectivement son adversaire au sein du même camp fait le baiser du diable, comme disait Pierre-Christophe Frantz. Donc l'unité au sein des deux blocs, je suis désolé de le dire comme ça, est importante si on veut réussir une sortie par le haut de l'accord de Nouméa. Avec chacun ses positions concernant l'avenir institutionnel. Alors, Stéphane Renaud, vous m'interrompez, vous vouliez ajouter autre chose? Je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même une dégradation et une inquiétude qui monte dans l'opinion, puisqu'on suit
tous les jours de l'année la perception des Calédoniens sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, la situation économique, leur situation personnelle. Et en fait, autant 3 référendums, les gens peuvent se dire j'ai 3 possibilités de m'exprimer, 2, il m'en reste 2, une, il m'en reste une. On rentre dans une logique qui est assez anxiogène pour une partie des Calédoniens. Oui, parce que Michael Forest, je pose la question et vous y répondez. Vous avez demandé la parole. Quelle est la priorité pour chacun de vous avant ce référendum et même après? C'est de gagner plus de voix pour le oui ou Nicolas Metzdorf pour le non? Est-ce que ça va régler pour autant la situation? D'abord, quelques observations sur le baiser et le monopole. Moi, je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, le Front indépendantiste, c'est quand même lui qui a fait le geste de Nainville-les-Roches. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les partisans du non, ils n'ont jamais signé la déclaration de Nainville-les-Roches. Je dis un peu les choses comme ça parce que c'est tout le contenu qui a fait évoluer notre pays sur la main tendue, sur le dialogue, la consultation avec l'ensemble des populations qui sont concernées par l'accord de Nouméa. C'est vrai qu'il y a aussi une forte population qui est arrivée ensuite, mais ça c'est un autre sujet. Et aussi peut-être rebondir sur les priorités par rapport à votre question. Notre priorité, nous, Quelle est votre priorité aujourd'hui? C'est de s'inscrire en toute sincérité et en toute responsabilité dans la campagne référendaire pour, encore une fois, expliquer, consulter, échanger avec la population et surtout ramener aussi les différents enjeux planétaires qui sont devant nous. Et par rapport à ça, c'est aussi important, encore une fois, de faire en sorte que notre pays soit souverain le 4 octobre au soir. Alors, le premier référendum est passé par là. Est-ce que vous avez changé votre stratégie, votre campagne en faveur du oui? On a changé, on va dire. Il y a le Covid-19 aussi qui est passé par là. Qu'on a consolidé autour du Covid, mais aussi autour de pouvoir stopper ou donner un nouvel élan à ce système finalement qui continue à creuser les différentes disparités, que ce soit au niveau social, au niveau de l'emploi, au niveau du logement, mais aussi sur les différents secteurs stratégiques que le pays indépendant aura à gérer demain. On a vu une marche la semaine dernière des gens du pays pour le bradage de la ressource. Tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui sont sur la table et nous, on est justement prêts à pouvoir s'inscrire en toute globalité. Donc la priorité, elle se fait dans l'action, sur plusieurs niveaux, sur le terrain, dans les tribus, mais aussi dans les collectivités, les municipalités, etc. Nicolas Metzdorf, la priorité de l'Union des loyalistes? C'est de faire la meilleure campagne possible en augmentant le score du non. Enfin, comme toute campagne, c'est de Pourquoi augmenter le score du non? Quand vous gagnez, vous voulez bien gagner. Pour peser dans la balance de discussion, je vous pose la question. Non, mais je pense que, effectivement, pour peser dans la balance des discussions, mais je crois qu'on a envie aussi qu'un maximum de Calédoniens rejoignent notre conviction pour notre pays. Hein, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire que plus il y aura des Calédoniens qui sont convaincus qu'on peut faire évoluer la Nouvelle-Calédonie, on peut diriger notre pays tout en étant au sein de la République française, on sera heureux parce que ça sera finalement notre combat depuis toujours qu'on aura porté. Donc écoutez, notre campagne, nous, elle se passe bien. On fait une grosse campagne de terrain. Et puis, on va présenter notre projet. Beaucoup plus dense qu'au premier référendum. Ah oui, clairement. Parce que l'unité y est pour quelque chose. Oui, c'est sûr. Vous savez, l'union fait la force. Hein. On a beau expliquer que non, etc. Mais quand on est plusieurs autour de la table, on fonctionne mieux que si on est tout seul. Hein. Et je crois que c'est aussi une chose qu'on doit retenir parce que c'est important. C'est qu'on doit arrêter aussi nos guerres d'ego. Parce que quand on s'est réunis, finalement, les 6 partis de l'Union des loyalistes autour de la table pour travailler sur le projet, on avait des appréhensions quand même. On s'est dit, on a quand même des valeurs différentes, on ne pourra pas se mettre d'accord, ça ne va pas être possible. Et puis finalement, tout est venu très naturellement. Parce qu'en fait, les valeurs qu'on a au fond de nous et qu'on ne dit pas tous les jours, quand on décide de les poser sur le papier, on voit qu'on partage les mêmes valeurs. La démocratie, l'égalité des chances, l'identité calédonienne. Parce que c'est pas parce qu'on est non-indépendantiste qu'on n'est pas calédonien. Attention, nous, on est pour une forte affirmation de l'identité calédonienne. Hein, mais on considère que pour notre pays, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est utile d'être allié à la 5e puissance mondiale. C'est quand même une chance. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Une indépendance, oui, mais finalement, à quoi ça nous servirait? Qu'est-ce qui rendrait nos jours meilleurs avec l'indépendance? On ne trouve pas. Pierre-Christophe Points, quelle est votre analyse en fonction des priorités des uns et des autres?
Moi, je pense que déjà, mon analyse, c'est ce que je disais un petit peu au départ, c'est que ce référendum, qu'il y en ait un deuxième ou un troisième, il n'apportera rien. Parce que ça fait 30 ans, plus de 30 ans, qu'il y a une forme de cristallisation un petit peu de la répartition du vote, que ce soit ethnique, géographique, social, et dans les rapports de force entre les uns et les autres. Donc on oppose finalement deux chiffres qui s'opposent. Ça n'apporte pas finalement de suite un petit peu au projet. Deuxième élément qui explique pourquoi ce vote référendaire ne servira pas à grand chose, c'est que imaginons que le vote non soit majoritaire au deuxième et troisième, quelle que soit l'évolution, ça gommera de toute manière pas la revendication indépendantiste, qui est une revendication identitaire et viscéralement attachée au peuple kanak. La troisième raison pour un petit peu expliquer et illustrer le fait que ces référendums, en tout cas, n'apportent pas de choses supplémentaires, c'est que imaginons qu'il y ait une victoire, par exemple, du oui au prochain référendum, eh bien, ça n'enlèvera pas le fait, comme le disait M. Metzdorf tout à l'heure, eh bien, qu'il y a quand même 41 000 personnes qui sont exclues du droit de vote. Donc, il y aura quand même, en règle générale, au moins la moitié de la population qui sera opposée à cette indépendance. Donc quand on met un peu bout à bout les différents scénarios, oui, non, répartition des votes, on ne répond pas à la question qui est aujourd'hui comment convaincre les uns et les autres d'avoir un projet en commun. Pourquoi aujourd'hui, comme à l'accord de Nouméa par exemple, on n'irait pas voter au-delà de 75% pour un projet? Et c'est ça aujourd'hui, on va dire, la ligne de crête un petit peu à trouver entre les uns et les autres, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit dans un camp ou dans un autre, finalement, c'est exclure une partie de la population. Je serais tentée de demander à Michael Forest, au vu de ce que vient de dire M. Pantz, comment continuer à mobiliser la population, les Calédoniens dans leur ensemble, pour voter pour le oui à l'indépendance, en sachant qu'il y aura toujours, pour le non, un nombre beaucoup plus important de votes. Non, je pense pas. Enfin, je partage pas toutes les observations de M. Pons, d'une part parce que depuis le premier référendum, il faut peut-être rappeler que pour la première fois depuis 1989, nous avons atteint 26 membres du Congrès du pays, ce qui a été confirmé au niveau du municipal, puisqu'on a pu avoir plusieurs communes ou plusieurs bonnes surprises, comme notre présence sur Dimbéa, sur Païta, mais aussi sur le Mont d'Or et Nouméa en termes de conseillers municipaux. Donc il y a plusieurs indicateurs pertinents qui sont sur la table, mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire notre sincérité, notre responsabilité par rapport à l'histoire politique de notre pays. Et nous, on s'inscrit dans le cadre d'un travail plein et entier pour la victoire d'un oui massif le 4 octobre prochain pour l'ensemble de la population concernée, pas pour une partie de gens par rapport à une situation, une île, etc. C'est pour l'ensemble du pays. Concernant les sondages, un premier sondage concernant le deuxième référendum a été publié en mars dernier par ActuNC, réalisé par ISCOP, si je ne me trompe pas, qui donnait ce sondage. S'agissant des inscrits, 55% des personnes inscrites interrogées se déclarent en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, tandis que 24% sont pour l'indépendance, 15% ne savent pas encore et 5% refusent de répondre. Donc, je vous laisse méditer sur ce résultat-là. Stéphane Renaud, un nouveau sondage pour ce deuxième tour avec peut-être cette fois-ci peut-être plus fiable, on dira ça comme ça. Les sondages ne seront pas publiés. Ils ne seront pas. Il n'y aura aucun. Ils seront faits, mais ils ne seront pas publiés. Alors pourquoi les faire s'il n'y a pas de publication Parce qu'à un moment donné, et je crois que M. Metzdorf l'a bien souligné, on ne peut pas enlever l'influence qu'ils ont d'un sens ou dans l'autre de l'opinion. Aujourd'hui, il va y en avoir un, d'ailleurs il va commencer dans pas très longtemps, je crois, si ma mémoire est bonne, ça va être du 5 au 20. D'ailleurs on y participera ainsi que notre confrère, parce que c'est pour le Sciences Po et le CEVIPOF, mais ils ne seront pas publiés. D'accord. Alors, à quoi va servir ce sondage? Une étude scientifique. Ce sera une étude scientifique du CEVIPOF. Donc, c'est adressé aux scientifiques, alors, si je comprends bien. Voilà. Non, même pas destiné ou adressé aux responsables politiques? Je ne sais pas. Je ne suis pas le commanditaire.
Alors, une dernière question, puisque nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Au lendemain du 4 octobre, le 5 octobre, quelle sera votre priorité? On commence par Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique. À titre personnel, je n'ai pas de priorité. Une analyse. D'affinez votre analyse, en tout cas, sur les résultats du deuxième référendum. Concrètement, vous pensez qu'il y aura un changement à ce niveau-là? Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors moi je vais faire une réponse de Normand. La première, c'est que effectivement, si on en croit un petit peu les 30 ans d'élections provinciales, c'est qu'il y aura très peu de changements à attendre sur ce deuxième référendum. Mais de l'autre côté, quand on regarde la répartition des abstentionnistes, on pourrait se dire que peut-être c'est davantage favorable au camp indépendantiste. Donc, à voir. Merci Pierre-Christophe Pantz. Michael Forest. Votre question? On fait quoi le lendemain? Le 5 octobre. On a décidé à notre dernière convention du 18 juillet qu'on va déjà proclamer l'État indépendant de Kanakil-Nouvelle-Calédonie. Après cette proclamation-là, nous allons proposer une période de transition à nos partenaires, notamment l'État français. Au niveau de la droite, je ne sais pas, à l'époque c'était le APCA, maintenant on verra ça après, mais une période qui s'inscrit surtout dans le cadre légal qui nous sont offerts par les règles internationales, notamment ceux des Nations Unies, avec plusieurs étapes importantes, aussi le projet de constitution qui sera soumis Merci au Michael peuple. Forest. On est juste à la fin justement de cette émission. Je rappelle que vous êtes l'un des directeurs de campagne du FLNKS. Christophe Renaud, vous l'avez dit, un sondage, mais ça ne sera pas à destination du public. Le 5, on fait un deuxième sondage après le référendum. Et on aura peut-être les résultats. Je ne sais pas. Nicolas Metzdorf, votre priorité. Vous êtes le dernier à prendre la parole. Le tirage au sort. Nous, c'est d'inviter les indépendantistes à discuter sur la base de nos deux projets. Parce que ce qui sera bien, c'est qu'on aura défendu deux projets et on verra comment on peut se mettre d'accord pour aller au troisième référendum et en faire un référendum de projet, pas un référendum couperé qui va opposer les Calédoniens. Donc, nous, on invite les indépendantistes à se réunir autour de la table dès le lendemain des résultats, parce qu'il va falloir rassurer les Calédoniens et passer à autre chose dans notre pays aussi. Il faut qu'on se mette d'accord. Et pour ceux qui veulent découvrir notre projet, une réunion ce soir à Coné à 18h et une mercredi soir à La Foi. Voilà. Merci messieurs, merci de votre participation à cette émission. Prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, le 31 août. Nous serons dans nos studios à Coné pour évoquer les projets de société. Et bon après-midi sur La Première. Merci. Question pays, au plus près du référendum.